Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler meurtre d'État, Balavoine, Coluche, hélicoptère, Paris-Dakar, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Sylvain Ferreira, Marc-Gabriel Draghi, Claude Janvier, Thibaut Kerlarzin, Laurent Ozon et tellement d'autres font partie de ce club. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit, puis il ne faut pas avoir peur, la boutique géopolitiqueprofonde.com est ouverte. Alors pour ça, pour parler de Daniel Balavoine, de ce meurtre déguisé, voilà, qui a tué Balavoine et aussi Coluche, eh bien je reçois notre ami Jean Pernin. Bonjour cher Jean, ça me fait très plaisir de vous recevoir, ça fait déjà quelques temps qu'on n'a pas pu avoir cette interview ensemble parce que vous avez eu évidemment de nouvelles informations sur la mort de Balavoine. Mais avant ça, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas vu les interviews qu'on a faites ensemble auparavant, comment vous est venue l'idée et l'envie d'enquêter sur la mort de Daniel Balavoine? Oui, tout d'abord, bonsoir Marc et merci de votre invitation. Bonsoir Patrick également. Bonsoir à tous les auditeurs. Comment l'idée m'est venue? En fait, j'ai eu aucune idée. Pour moi, Balavoine était mort dans un accident d'hélicoptère et je me suis jamais posé de questions, pas plus que Coluche d'ailleurs. Pas plus que pour Coluche. Bon, il se trouve que il faut relier cette affaire avec l'au-delà, puisque bon là on n'est pas dans du conventionnel. L'au-delà, pourquoi je parle de l'au-delà? Parce que tout simplement mon fils Olivier est décédé à l'âge de 21 ans en juin de 1995. Et après ce décès, qui était brutal, un décès brutal, mon épouse, ma fille, sa camarade, nous avons vécu ce qu'on appelle des manifestations paranormales. C'est-à-dire que il se passait des choses étranges dans notre appartement, jusqu'au moment où lui, Olivier, est apparu. Bon, alors ça, évidemment, ça nous a beaucoup rassurés, et ça nous a fait comprendre et croire vraiment maintenant, plus que jamais aujourd'hui, que la mort n'est pas la fin de la vie. Donc, il s'est passé beaucoup d'événements. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est l'objet d'une émission à part entière. Mais en 96, c'est-à-dire un an plus tard, au mois d'août 96, au mois de septembre précisément, le 4 septembre, je me suis mis en contact avec lui. J'ai commencé à recevoir des messages. Voilà. Et donc Olivier m'a parlé en novembre. Alors, sous quelle forme les messages? Alors les messages sous une forme assez empirique en fait. C'était très empirique cette affaire-là. J'ai utilisé un pendule. D'ailleurs, bon, moi j'avais jamais fait ce genre de choses. Pour moi, les gens que je voyais tenir un pendule, c'était des zozos, des illuminés, des décérébrés. Enfin j'avais rencontré d'ailleurs une médium de Roanne dans un cadre professionnel, puisque moi-même je travaille à l'AFPA, j'encadrais une équipe de formateurs. Et donc, je l'avais rencontrée parce qu'elle voulait former sa formatrice. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle me dit, je suis médium. Et médium, ça veut dire quoi, médium? Elle me dit, je communique avec les morts. Alors ça, c'était 3 ans avant Olivier. Avant son départ, je me suis moqué d'elle d'ailleurs. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous me racontez? Quand on est mort, on nous met dans un trou, c'est terminé, ou on nous brûle. Non, monsieur Pernin, la mort n'existe pas. Bref. Ça m'a quand même brassé beaucoup, cette histoire-là, m'a fait réfléchir. J'ai commencé à lire des livres sur le sujet, en particulier les livres de Jeanne Moranier, dont le fils Georges, docteur ès sciences, est mort à 29 ans, et il avait communiqué par écriture intuitive, automatique, 7 livres à sa mère. Voilà, donc quand Olivier est parti, j'ai rappelé cette médium, en fait. Je lui ai dit, écoutez, mon fils vient de mourir dans les conditions difficiles. Elle me dit, oui, mais attendez, vous savez ce que je vous ai dit, il faut attendre un peu avant de communiquer avec eux. Il faut attendre 1 an, voilà. Donc 1 an plus tard, je l'ai rappelé, au mois d'août 96.
Elle me dit ne quittez pas, je me renseigne. Alors elle se renseignait pour savoir si elle pouvait recevoir un message d'Olivier, quoi. Et puis elle revient au téléphone, une dizaine de secondes plus tard, elle me dit Monsieur Pernin, je suis absolument désolé. On me dit qu'on ne peut pas communiquer avec votre fils. Je dis mais pourquoi il m'en veut? Elle m'a dit je peux pas vous dire, je sais pas, j'ai pas de réponse. Et une semaine après, c'est moi qui entrais en communication avec lui. Alors avec un pendule qu'il avait dans sa chambre, dans son tiroir, que des gens lui avaient offert. Enfin, Olivier était curieux de tout. Hein. Il s'intéressait aussi un peu à l'ésotérisme, mais pas trop, mais il était curieux quand même de tout. Et j'ai retrouvé ce pendule qui m'a permis, quand j'ai appris à l'utiliser, à recevoir des réponses par oui ou par non. Voilà. Donc j'ai reçu des réponses effectivement oui ou non à mes questions. Et puis après, c'était vraiment le 4 septembre 96, j'avais confectionné un cadran avec les lettres de l'alphabet. Et avec mon épouse, ma fille, on s'est installé autour de la table ronde de la salle à manger. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages. Alors ça allait lettre sur lettre. Mais très vite, c'est devenu télépathique, cette affaire-là. Et à tel point qu'au début, j'ai cru que c'est moi qui fabriquais les réponses, quoi. Voilà, jusqu'au jour où j'ai reçu effectivement des informations pour d'autres personnes que je ne connaissais pas. Donc ça a commencé comme ça. Donc il faut lire le livre évidemment Passeport pour l'au-delà, hein, qui raconte toute l'histoire, enfin, tout le début de l'histoire en tout cas, voilà. Et donc c'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire parce qu'en même temps que je recevais les messages, nous avions des manifestations, la fenêtre qui craquait, enfin il y avait des mouvements étranges dans notre appartement, des parfums, des voix robotisées que ma femme a entendues, enfin c'était très bizarre. Alors ça s'est passé quand même, les voix et tout ça, ça s'est passé 2 jours après son décès, hein. Il n'a pas fallu attendre 1 an, hein. L'année 95 et jusqu'en septembre 95, c'était un festival de manifestation de l'au-delà d'Olivier, voilà. Alors, cher Jean, on va continuer cette discussion, mais avant ça, je vais présenter notre ami Patrick Pazin qui est autour de nous, enfin, qui est à la table, là, ici présent. Patrick, éditeur, comme vous les connaissez tous, vous le voyez très souvent ici à Géopolitique. Comment ça va, cher Patrick? Très bien, merci pour l'invitation. Et puis, je suis ravi, effectivement, d'être avec Jean. C'est important de parler de cette histoire, d'histoire de Jean d'abord, et puis de son enquête. Et puis de ses... D'ailleurs, morts, évidemment, j'aime beaucoup Jean, mais je ne sais pas si on le sait, mais depuis... Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'Olivier est parti, puisqu'il est parti en 1995. Il a 30 ans. Oui. Jean a accompagné beaucoup de parents qui avaient perdu un enfant. Et je sais pas si on posera la question à Jean, mais il accompagnait des dizaines, voire des centaines de parents qui avaient perdu un enfant. Et effectivement, nous avons parlé de l'affaire Balavoine, mais je tenais à rendre hommage à Jean parce que il le fait généreusement. Ah oui, Jean, c'est quelqu'un d'excessivement généreux et je suis très content vraiment de le connaître et de lui avoir déjà donné à l'époque la parole sur l'affaire. D'ailleurs, tu es cité dans le livre. Oui, j'ai appris ça, tiens. J'ai pas eu la mise à jour encore. Donc si Stéphane peut le montrer, justement, meurtre déguisé, voilà. Mike, tu es cité dedans. Très bien. Tu as fait partie des, justement, et Jean en est très reconnaissant, des médias qui ont suivi l'affaire. Je vous remercie beaucoup, cher Jean. Mais on va vraiment parler du livre. Donc du coup, 4 septembre 1996, vous avez ce message de votre fils. Et qu'est-ce qu'il dit? Si on parle de l'affaire Balavoine, c'est un peu plus tard, hein, c'est en novembre. Parce qu'il dit, je vais vous dire ce qu'il dit quand même, hein, parce que son décès était quand même, ressemblait à un suicide. Il avait quand même acheté un pistolet la veille, hein. Donc moi j'ai fait tout son parcours le jour du décès. J'ai fait tout son parcours et puis on comprenait pas pourquoi, parce qu'Olivier est un très bon étudiant. Il était en 3e année d'études supérieures, scientifiques, hein, en sciences, c'est un scientifique, un esprit scientifique. Hein. D'ailleurs, il y a des voisins qui l'appelaient Einstein. Et donc, voilà, mais on n'en a pas du tout compris pourquoi ce suicide, entre guillemets, quoi. Et
Alors, on s'est culpabilisé, bien sûr. Tout parent qui perd un enfant qui se suicide se culpabilise forcément. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi il a fait ça? Il n'était pas heureux, pourtant il avait l'air d'être heureux. Et patati et patata, quoi. On n'en sort pas du questionnement. Alors, on s'est pas trop questionné longtemps, en fait, parce que, justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a vécu beaucoup de manifestations de sa part, hein, et je l'en remercie vraiment, Olivier, parce qu'en fait, il nous a ouvert la porte d'un monde que moi, j'ignorais quand même. Enfin, j'avais une éducation catholique, évidemment, voilà, mais je veux dire, quand vous parlez des cathos, quand vous parlez de l'au-delà aux catholiques, ils vous regardent avec des grands yeux. C'est le grand paradoxe de l'histoire, d'ailleurs, hein. Ce sont souvent les plus réticents. Et alors, surtout, s'il leur arrive un malheur, alors Dieu leur en veut, Dieu les a punis. Non. Alors, je me rappelle une fois d'une famille, et Patrick a raison de dire qu'effectivement, j'ai aidé des centaines de personnes, aussi bien des personnes qui ont perdu des jeunes, évidemment, parce que bon, je suis bien placé pour en parler avec eux, bien entendu. J'ai pratiqué énormément d'exorcismes aussi, parce que Olivier m'a demandé de pratiquer aussi ça. Alors tout ça, évidemment, gratuitement, parce que l'au-delà et l'argent ne font, la spiritualité et l'argent ne font pas du tout bon ménage. Donc tout ce qui nous vient de l'au-delà, on ne doit pas le vendre. Hein. Jésus l'a dit à ses disciples d'ailleurs. Hein. Il a dit, il les a envoyés en mission, hein, vous guérissez les malades, voilà, purifiez les lépreux, enfin bref, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc si on s'inspire de la démarche du Christ et de ses disciples, et Olivier parle beaucoup de Jésus dans ses messages, énormément, hein, alors que lui, il n'était pas pratiquant non plus, hein. Il a fait sa première communion solennelle, bon, mais il n'était pas pratiquant, il allait jamais à la messe, Olivier. On n'allait jamais à la messe, nous-mêmes, nous n'étions pas pratiquants du tout. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, et depuis le début d'ailleurs, Olivier parle beaucoup de Jésus. Donc, si on s'inspire du Christ dans notre démarche, et on a plutôt intérêt à le faire, parce que de toute façon, nous aurons tous des comptes à rendre après. Alors, compte à rendre à notre conscience. Ça, il n'y a pas de tribunal de l'autre côté. Le tribunal, c'est nous-mêmes. Et il est extrêmement difficile, hein, ce tribunal. Hein. Il est même insupportable. Alors, pour les gens qui ont commis des petites fautes, bon, ça passe pas trop mal, hein, on se rachète rapidement. Par contre, pour les criminels, les assassins, toute la pourriture qu'on voit aujourd'hui, tous ces politiciens véreux, là, qui nous donnent des leçons tous les matins, alors ceux-là, ils vont comprendre leur douleur, hein. D'ailleurs, il suffit de lire l'avant-dernier message. Enfin bon, on parle souvent de ça, quoi. Donc, voilà comment ça a démarré. Donc, quand j'ai pris mon pendule pour recevoir les premiers messages, notre première question, évidemment, c'est pourquoi t'es-tu suicidé? Je voulais savoir. La réponse que j'ai eue, c'est je le vidais. Je le vidais. Je le vidais. Tu vidais quoi? Le pistolet, j'ai tiré sans le vouloir. En fait, bon, puis ainsi de suite. Après, ça continue, hein, mais bon, je veux pas lire tout le livre Passeport pour l'au-delà. Mais après, ça continue. Donc, en fait, il s'est lancé un défi, comme beaucoup de jeunes se lancent des défis. Et puis, c'était son air. En fait, il a joué à la roulette russe. Voilà ce qui s'est passé. Il a joué à la roulette russe avec cette arme, un pistolet 22 long rifle qu'il avait acheté la veille. Bon, donc ça, évidemment, ça nous a permis de voir un peu les choses différemment, de voir déjà l'avenir différemment, bien entendu. Alors, Olivier est absent physiquement, mais très présent, incroyablement présent. Et donc, voilà, j'ai même eu le premier soir, ou le deuxième soir, je crois, Michel, Olivier me parle d'un Michel. Il dit, mais Michel, qui est ce Michel? Et il me dit, c'est ton beau-frère, Michel, vigneron, qui était vigneron en Bourgogne. Moi, je suis bourguignon d'origine. Donc, vigneron en Bourgogne. Michel s'était suicidé avec son fusil de chasse. Il avait 39 ans. Et depuis quasiment 20 ans, parce que ça s'était passé en 1977, je crois. Ouais, c'est ça, 1977. Il était toujours dans la nuit, Michel. Il était toujours. Olivier disait, il est dans le nuage noir.
Michel n'était pas dans la lumière. 20 ans plus tard, parce qu'il s'était suicidé. Parce que le problème des suicidés, c'est qu'ils s'en veulent beaucoup. Ils se considèrent indignes d'aller dans la lumière. La lumière les appelle. Personne ne juge un suicidé dans l'au-delà. Surtout pas. Un suicidé, il est entouré d'amour. On lui envoie de la lumière, il la voit pas forcément parce que c'est tellement lourd ce qui pèse sur sa conscience et sur son âme. Et, C'est et à partir quoi. Et à partir de quel moment a-t-il parlé de Daniel Balavoine et pourquoi a-t-il parlé de Daniel Balavoine? Parce que vous ne le connaissiez pas, Daniel Balavoine. Enfin, si, vous le connaissez en tant que spectateur, mais pas plus que ça. Non, pas du tout. Alors, quand est-ce qu'il a commencé? Alors, il a commencé à parler de Balavoine, je crois, bon, j'ai pas le bouquin sous les yeux, mais de mémoire, je crois que c'est en novembre 96, c'est-à-dire, bon, il commence en septembre, octobre, novembre, voilà. Donc, en novembre 96, il a commencé, il a parlé. Parce que moi, quand je me mettais en communication, qui est communication qui est devenue vraiment télépathique. Impressionnant. Donc, mon pendule, c'est une antenne, en fait. Voilà. Mais enfin, aujourd'hui, je prends plus le pendule, hein. Aujourd'hui, pour recevoir les messages que les gens pourront lire sur mon site internet, j'utilise plus le pendule, si ce n'est que pour avoir confirmation que j'ai bien reçu, que je suis bien connecté et que j'ai bien reçu le bon message. Parce qu'il faut toujours faire attention. Dire l'au-delà n'est pas peuplé comme notre monde d'ailleurs que d'être parfait, hein. C'est pas parce qu'on meurt qu'on est parfait, hein. Pas vrai, ça. Pas du tout. Dire les mauvais peuvent rester mauvais très longtemps, les méchants aussi, nous poser des problèmes, nous mettre des bâtons dans les roues, nous tirer vers le bas, surtout quand on a des missions à remplir pour aider notre prochain. Quand je parle du prochain, je parle des... On a perdu notre ami Jean Pernin, mais il arrive, petit problème de connexion. On va revenir avec Jean sur l'affaire Balavoine. Dis-moi, cher Patrick, quand tu as reçu le manuscrit de Jean Pernin, que tu l'as lu, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai édité, c'est ma prédécesserie. Oui, je sais. Voilà. Je sais, mais après, parce qu'après, t'as eu... C'est ça. En fait, effectivement, il y a certains titres que je n'ai pas conservés, mais quand j'ai vu à un moment le livre effectivement était épuisé, donc j'ai regardé si nous le rééditions ou pas. Nous avons eu des échanges effectivement très intéressants avec Jean. Tu sais, en plus, justement, ces questions, cette ouverture de porte vers un autre monde, et en plus, je savais qu'il faisait des conférences, qu'il recevait beaucoup de familles endeuillées et qu'il les accompagnait. Donc, quand j'ai lu le livre, parce que effectivement, l'accident, on va pas parler encore d'assassinat, on s'en approche, mais l'accident de Balavoine, oui, très vite a posé question. C'est-à-dire que d'abord, moi, j'étais déjà né, et, je suivais l'actualité, donc c'est en 86, donc c'est pas si vieux que ça, en tout cas pour moi. Et effectivement, très vite, il y a eu des choses bizarres qui sont sorties. C'est-à-dire que le doute s'est immiscé assez rapidement. En tout cas, pour ceux qui veulent accepter qu'il y a peut-être une autre réalité que celle que nous servent les médias habituellement. Et pardon. Et comme dans l'affaire Coluche, effectivement, c'était très étonnant. Il y avait des choses bizarres. Est-ce que d'abord c'était le 13 janvier ou le 14 janvier? Qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, c'était... Et puis on se souvient tous de cette altercation avec François Mitterrand. D'ailleurs, je me souviens, moi, je l'avais vu. J'étais devant je regardais sur la télévision, mais je me souviens, je l'avais vu. C'était devant 10 ou 15 millions de téléspectateurs, parce qu'avant... quand une émission passait, c'était pas devant 1 ou 2 millions. C'est pas aujourd'hui, quoi. C'était vraiment... C'est plus aujourd'hui. Alors, Jean est avec nous. Jean? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, bon. Enfin, bref. Et donc, du coup... C'est l'au-delà. Voilà. Et donc, du coup, allons sur Balavoine. Allons sur Balavoine, parce que, voilà, l'émission... Oui, on va sur Balavoine, on attaque Balavoine. Alors, donc, ce qui fait que en novembre, je crois, novembre de mémoire, hein, mais de façon très spontanée, Olivier me dit dans un message, Daniel est mon ami, mon fidèle compagnon. Donc, je ne sais pas de qui il parle. Pourquoi? Parce que on n'a pas de Daniel dans l'au-delà. Lui-même n'avait pas d'ami qui s'appelle Daniel. Donc, on n'a pas compris. Bon, bref. C'est là-dessus, moi. J'ai pas insisté pour savoir de qui il s'agissait.
Et au printemps 97, c'est-à-dire quelques mois plus tard, là, Olivier reparle de Daniel Balavoine. Il parle aussi de Mitterrand, de Coluche, du général de Gaulle, du commandant Cousteau, enfin de tout un tas de gens comme ça. Et donc, bon voilà, mais là aussi, quand il fait comprendre qu'il s'agit de Daniel Balavoine, je demande rien du tout, c'est-à-dire que pour moi, Balavoine, il est mort dans un accident d'hélicoptère, et puis c'est tout, quoi. Donc, il a fallu attendre 7 ans, c'est-à-dire en janvier 2004, pour que la révélation arrive vraiment. Et la révélation, elle est arrivée, en fait, à l'occasion d'une émission, hommage à Daniel Balavoine, comme tous les gens, les mois de janvier, que ça s'est passé en janvier, son accident. Et là, je regarde une émission, effectivement, c'est sur France 2, Antenne 2, je sais plus, enfin bref, peu importe. Et puis, au cours de cette émission, j'ai la révélation, en fait. J'ai la révélation, on me fait comprendre, par les propos de quelqu'un que je vais ne pas nommer, il est décédé aujourd'hui, il est décédé, et malheureusement, il n'a pas libéré sa conscience avant de partir, lui. Bon, en tout cas, il y avait Marie-Françoise Balavoine qui témoignait dans cette émission. Et à un moment donné, donc ce gars parle, Marie-Françoise Balavoine parle derrière. Et ce qu'elle dit, je le comprends bizarrement, enfin différemment de ce qu'elle disait réellement. Et je comprends qu'elle s'adresse en des termes peu élogieux au gars qui a parlé avant elle, quoi. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une intrigue autour de cette marque. Donc ça démarre vraiment là. Et le 13 janvier, précisément, je reçois un message de Daniel Balavoine qui parle de tout un tas de choses, mais qui n'évoque pas du tout son accident, ni quoi que ce soit, je retrouve le Balavoine combatif, rentre dedans, qui nous dit de faire tomber les citadelles, enfin bref, de ne pas avoir peur de ces gens qui sont des prédateurs, etc., etc. Donc, et là, je contacte le mari de Marie-Françoise, je contacte Marie-Françoise Balavoine, je tombe sur son mari en fait. Téléphone, donc je lui raconte l'histoire, je lui dis écoutez, voilà, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais voilà ce que j'ai à vous dire. Il m'a dit non, je vous prends pas pour un fou parce que moi-même j'ai un fils qui est mort dans un accident de moto et j'ai également eu des signes de sa part, et ça commençait bien. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai reçu un message de Daniel Balavoine, et j'aimerais le faire passer à sa sœur, quoi. Donc, il m'a dit, bah, écoutez, là, il est en voyage, dans le déplacement, envoyez-moi le message, mettez vos coordonnées, si elle a envie de vous rappeler, elle vous rappellera. Donc, j'ai communiqué ce message, elle ne m'a jamais rappelé, pas plus que les autres Balavoine, d'ailleurs, Bon, enfin, on a quand même eu des contacts, j'ai eu des contacts avec des amis, d'ailleurs, qui m'ont rejoint dans cette démarche, avec certains Balavoine. Bon, je ne vais pas dévoiler leur nom. Donc, ça a démarré comme ça, en fait. Et très rapidement, les messages se sont enchaînés. Et le message qui a été le plus perturbant pour moi, c'est quand Olivier a dit que l'accident ne s'était pas produit le 14, mais le 13 janvier. Alors là, j'ai dit, là, il y a un problème parce que la version officielle mensongère, il faut le dire tout de suite, nous dit évidemment que ça s'est passé le 14 janvier, que cet hélicoptère a heurté une dune qui n'existe pas, qu'il y avait un fort vent de sable qui n'existe pas, puisque le rapport d'accident, bon, mon ami Luc n'est pas là ce soir, mais le rapport d'accident que j'ai récupéré au Mali, puisque bon, on pourrait revenir tout à l'heure, mais nous dit qu'il y avait un vent de 20 nœuds. En fait, c'est enfin je sais plus combien de nœuds, enfin ça faisait 20 km/h, c'est peu. Un vent qui n'est même pas capable de faire voler un cerf-volant d'enfant, quoi. Et donc on nous a bassinés avec cette tempête de sable, cette dune, etc. Qui n'ont jamais existé. C'est pas passé dans la nuit d'ailleurs, non plus. La nuit tombait, ça s'est pas passé en pleine nuit. Donc là, il y avait déjà un gros problème. Alors surtout cette date du 13 janvier, quand même, m'a posé problème parce que j'ai dit c'est pas possible quand même que pendant quasiment une journée, on efface de la vue des autres Sabine, Balavoine,
et les 3 autres, parce qu'il y a quand même 5 dans l'hélicoptère, quoi. Hein. Voilà. Et donc il a fallu. Alors c'est à partir de là que moi je me suis engagé dans cette enquête en recherchant des informations. Et bon, aidé aussi par le au-delà, qui nous fait rencontrer les bons interlocuteurs, les bonnes personnes qui ont vu des choses, etc. Et même par rapport à la date du 13 janvier, on a quand même des énormités qui nous ont été communiquées. Et comment se déroule cette enquête, cher Jean? Parce que vous appelez au Mali, vous appelez, voilà, là vous faites une vraie enquête d'espions quasiment, quoi, de gars de la DGSE. D'espions, oui, oui, si on veut. Mais oui, j'étais très passionné parce que l'affaire Balavoine a une finalité spirituelle. Hein, je veux dire, c'est pas un règlement de compte. Hein, il y a pas ça dedans. Donc j'ai dit là, il faut aller au bout, quoi. Puis voilà, moi quand je prends une affaire en général, comme à mon travail, je la mène au bout, quoi. Je la lâche pas en cours de route. Donc j'ai dit là, puis bon, ça pousse hein, de l'autre côté là. Hein. Ils nous laissent pas tranquilles. Hein. Donc ça pousse, ils apportent des informations, voilà, on nous fait comprendre qu'il faut contacter un tel, qu'il faut acheter tel journal, etc., etc. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.